Grand-père Antoine n'a pas haussé le ton lorsqu'il a révélé le seul secret que tout le monde à table voulait désespérément me cacher. Il a simplement posé sa fourchette, ouvert son ordinateur portable et demandé à ma mère: « Sophie, as-tu reçu l'email concernant le fonds de placement d'Élise ?» Les 10 secondes qui suivirent furent un flou de bruits de couverts s'entrechoquant et de souffles coupés. Ma mère s'est figée, ma sœur a fixé son assiette et j'ai senti quelque chose basculer en moi comme si le sol se dérobait, car je ne savais même pas que j'avais un fonds de placement. Ce que mon grand-père m'a montré ensuite n'a pas seulement changé le cours de ce dîner, cela a réécrit l'histoire de toute ma vie. Je m'appelle Élise Martin. Pendant la majeure partie de mon existence, j'ai cru que le fait d'être la fille discrète rendait tout plus facile, car lorsque vous grandissez dans une maison où les victoires de votre sœur sont exposées comme des trophées et où vos propres besoins sont traités comme un bruit de fond, vous apprenez à vous faire toute petite. Vous apprenez à parler doucement, à prendre moins de place pour survivre en ne demandant pas trop. Ma mère avait l'habitude de dire « Ne complique pas les choses, Élise », sur le même ton que les autres parents utilisent pour dire bonne nuit, et je l'ai cru pendant des années. C'est pourquoi, assise à la table de mon grand-père pour ce repas de famille, entendre les mots « fonds de placement » m'a fait l'effet de quelqu'un qui plongeait la main dans mon enfance pour briser chaque souvenir en deux. Un capital à moi ? C'était ridicule, j'avais grandi en comptant chaque centime, en travaillant les week-ends comme caissière au supermarché du coin, en recousant les manches de mes pulls achetés en friperie et en demandant à ma mère si nous avions de l'argent de côté pour mes études, pour m'entendre répondre toujours la même chose: on fait de notre mieux. Les temps sont durs, mais les temps n'ont jamais été durs pour Chloé, ma sœur aînée, qui a eu droit aux cours de danse, au stage d'été, à une voiture neuve pour ses 18 ans, et d'une manière ou d'une autre, tout cela semblait logique à l'époque. Elle était la star, celle que tout le monde attendait voir briller, et je m'étais convaincue que c'était normal, que je n'avais tout simplement pas besoin d'autant. Grand-père Antoine était l'exception, il ne m'a jamais traitée comme une pièce rapportée, il se souvenait de mes livres préférés, me posait des questions sur mon job étudiant à la fac et est même venu à ma remise de diplôme alors que mes parents prétextaient des embouteillages sur le périphérique pour ne pas venir. Mais même lui n'avait jamais dit un mot sur un fonds financier, pas une seule fois. Alors quand il a posé cette question à travers la table du dîner, je n'étais pas seulement confuse, j'étais embarrassée, ce genre de honte qui se loge derrière les côtes et murmure que vous êtes peut-être la seule à table à ne pas comprendre la blague. Le visage de ma mère n'a pas aidé, elle ne me regardait pas, elle lançait un regard noir et avertisseur à grand-père, comme pour l'obliger à fermer l'ordinateur avant que je ne voie quoi que ce soit d'autre. Mon père, Philippe, continuait de couper sa viande alors que personne ne mangeait, et ma sœur portait son verre à ses lèvres sans boire une goutte. Chaque petit mouvement semblait répété, coordonné, comme s'ils savaient tous quelque chose que j'ignorais, et c'était peut-être le cas, car la vérité m'a frappé avant même que l'écran ne soit complètement tourné vers moi. Quelqu'un dans cette pièce prenait des décisions concernant mes finances, mes opportunités et mon avenir, quelqu'un réécrivait l'histoire de ma vie pendant que j'étais occupée à essayer de ne pas déranger. Si j'avais raison, alors ce n'était pas juste un malentendu, c'était 10 ans de silence bâti sur un mensonge délibéré. Grand-père ne s'est pas précipité en tournant l'ordinateur vers moi, ses doigts bougeaient lentement, délibérément, comme s'il voulait donner à chacun autour de la table une chance de l'arrêter s'il l'osait, mais personne ne l'a fait. L'écran a pivoté et la lueur bleue a inondé les assiettes, les bougies et la mâchoire serrée de ma mère. Je me suis penchée en avant, mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles, et des lignes de mai sont apparues, les objets répétant les mêmes mots encore et encore: relevé annuel de compte, avis aux bénéficiaires, confirmation de contact, 10 ans de messages, 10 ans de mise à jour, 10 ans d'informations qui auraient dû me parvenir, mais aucun ne l'avait fait. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il devait y avoir une autre explication, peut-être que la banque avait la mauvaise adresse, peut-être qu'il y avait une autre Élise Martin, peut-être que c'était une bizarre erreur administrative. Mon esprit cherchait désespérément quelque chose pour me permettre de croire ma mère quand elle a chuchoté « ça ne peut pas être exact », comme si elle était celle qui était prise au dépourvu. Mais ensuite, j'ai cliqué sur l'adresse de l'expéditeur et ce qui est apparu a stoppé net toute excuse désespérée, car l'email de contact indiqué n'était pas le mien, il ne l'avait jamais été, c'était une variante de celui de ma mère, une adresse qu'elle utilisait pour les comptes administratifs, une adresse que je reconnaissais des vieilles factures d'électricité qu'elle gérait seule. Mon estomac s'est noué et j'ai demandé « Pourquoi ? Pourquoi cela arrive-t-il sur ta boîte mail, sans accuser ?»
essayant juste de respirer à travers l'effondrement soudain de tout ce que je croyais comprendre. Ma mère n'a pas scié et a répondu, « Je ne sais pas, Élise, les banques font tout le temps des erreurs, mais grand-père ne l'a pas quitté des yeux et a dit calmement, « Elles ne font pas ce genre d'erreur. » Une rougeur a envahi le cou de ma mère, mon père a bougé sur sa chaise comme pour se préparer à la défendre mais aucun mot n'est sorti, et Chloé regardait tour à tour l'un et l'autre, confuse, peut-être effrayée ou simplement inquiète que tout cela puisse l'affecter. J'ai ouvert le tout premier email, datant d'il y a 10 ans, je me souvenais très bien de cette année-là, c'était l'année où j'avais demandé à mes parents si nous avions de l'argent de côté pour mes frais d'inscription en école de commerce car ma bourse ne couvrait pas tout. Maman avait dit, on fait de notre mieux, mais c'est serré financièrement, ma chérie, sauf que ce n'était pas serré, pas pour la personne à qui ces emails étaient destinés, pas pour moi. J'ai fait défiler l'année suivante et la suivante, chaque email correspondait à un moment de ma vie où j'avais eu besoin d'aide et où l'on m'avait dit de me débrouiller seule, les soirs où je sautais des repas pour économiser, les matins où je marchais jusqu'à la fac sous la pluie parce que ma vieille voiture était en panne et que la réparer n'était pas une priorité, les étés où je prenais des doubles services au restaurant pendant que Chloé partait en stage de danse dans d'autres villes. Chaque souvenir s'aiguisait contre la lueur de l'ordinateur portable. Grand-père a finalement repris la parole, la voix ferme, « Élise, c'est à toi, ça l'a toujours été, et quelqu'un s'est assuré que tu ne le vois jamais. » La table semblait plus petite, l'air plus dense, je pouvais sentir le regard de ma mère me percer, mi-avertissement, mi-panique. J'ai refermé l'ordinateur doucement, non pas pour mettre fin au moment, mais pour contenir la fureur qui montait en moi, car maintenant je savais que ce n'était pas une erreur, quelqu'un avait réécrit ma vie exprès. Je n'ai pas rouvert l'ordinateur tout de suite, je suis restée assise là, les mains posées sur le capot fermé, sentant la chaleur de l'écran s'infiltrer dans mes paumes. 10 ans de relevé, 10 ans de silence, 10 ans à s'entendre dire d'être patiente, d'être pragmatique, de ne pas trop en attendre, et tout ce temps, l'aide que je suppliais d'avoir existait déjà sous mon nom, cachée à la vue de tous. Ma poitrine s'est serrée alors que les souvenirs revenaient par flash net et humiliants, la nuit en première année où ma carte a été refusée à la librairie et où j'ai prétendu avoir oublié de faire un virement, les vacances d'hiver où j'ai fait des heures supplémentaires pour payer mon loyer à Paris pendant que Chloé postait des photos d'une semaine de stage intensif financé par mes parents, les après-midi où je pleurais doucement dans les toilettes du travail parce que je ne savais pas comment j'allais payer mes manuels scolaires. Et chaque fois que je demandais à maman si nous avions de l'argent de côté, elle souriait comme si elle avait pitié de moi en disant « La vie coûte cher, Élise, il faut faire avec ce qu'on a ». Non, elle s'était assurée que je fasse avec, c'est tout. De l'autre côté de la table, maman a finalement redressé le dos, essayant de reprendre le contrôle. « Ne tirons pas de conclusions hâtives », a-t-elle dit comme si toute cette situation n'était qu'un caprice émotionnel de ma part. Élise ne sait pas comment ces choses fonctionnent, la finance est compliquée. Ces mots ont piqué plus qu'ils n'auraient dû, j'avais entendu ce ton toute ma vie, condescendant, dédaigneux, la façon dont on parle à un enfant qui s'aventure là où il ne devrait pas. Mais grand-père ne l'a pas laissé faire. « Sophie », a-t-il dit lentement, explique pourquoi son adresse a été remplacée par la tienne. Ses yeux ont glissé vers mon père, rapides et perçants, comme si elle lui signalait d'intervenir, il a bougé mais n'a pas parlé, alors elle a réessayé, je gérais les papiers de la maison, si quelque chose devait être mis à jour, je l'ai probablement fait par erreur. Une erreur ? Pendant 10 ans, année après année, relevé après relevé, chaque email redirigé vers sa boîte de réception ? Quelqu'un pourrait croire ça, mais pas moi, plus maintenant. Je me suis levée, repoussant ma chaise de quelques centimètres, les pieds raclant le parquet, tranchant le silence. Si c'était une erreur, ai-je dit doucement, alors pourquoi suis-je la seule dans cette famille qui ne savait pas que j'avais un capital ? Pourquoi ai-je galéré alors que Chloé ? Ne mêle pas ta sœur à ça, a claqué maman, sa voix se brisant pour la première fois. Chloé s'est recroquevillée sur elle-même, les yeux écarquillés. J'ai gardé ma voix calme, je ne la mêle à rien, je demande juste pourquoi quelqu'un s'est assuré que je ne sache jamais ce qui m'appartenait. Pour la première fois de la soirée, ma mère n'avait pas de réponse toute faite, sa bouche s'est ouverte puis fermée, ses doigts serrés autour de sa serviette si fort que le tissu se froissait. Grand-père s'est penché en avant, « Élise, tu mérites la vérité et tu mérites le contrôle de tes propres finances. » Contrôle, un mot qu'on ne m'avait jamais offert auparavant. J'ai expiré lentement et régulièrement, « Ça s'arrête ce soir », ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé.
Je ne criais pas, je ne pleurais pas, mais à l'intérieur, quelque chose s'est solidifié, quelque chose de tranchant, de certain. Je n'étais plus seulement la discrète, cette fois je n'allais pas détourner le regard. C'est grand-père qui a finalement rompu le silence, il a reculé sa chaise, s'est levé lentement, ses articulations raides à cause de l'âge mais sa présence imposante, et a regardé autour de la table comme s'il faisait l'inventaire des personnes en qui il pouvait encore avoir confiance, puis il a dit avec ce même calme qui mettait tout le monde mal à l'aise, « Nous ne finirons pas le dîner tant que nous n'aurons pas compris ce qui s'est passé ici. » Ma mère s'est raidie, mon père a bougé, Chloé a dégluti difficilement. Grand-père a fait un geste vers le salon, « Tout le monde, venez. » Nous avons bougé en groupe, une migration tendue de la table vers son bureau. Les lumières y étaient plus chaudes, plus douces, mais l'air semblait plus froid. Quelque chose dans le fait d'entrer dans une pièce remplie de diplômes encadrés, de livres reliés en cuir et de vieux souvenirs de famille au mur rendait impossible de prétendre que les choses étaient compliquées ou floues, cette pièce ne tolérait pas les excuses. Grand-père a posé l'ordinateur sur son bureau, « Asseyez-vous. » Personne n'a désobéi. Je me suis tenue derrière la chaise qu'il m'avait tirée, les mains agrippant le dossier pour m'ancrer. Maman s'est assise à côté de papa, sa posture rigide, prête à argumenter. Chloé restait près de la porte comme si elle espérait pouvoir s'éclipser inaperçue. Grand-père a cliqué sur l'historique des emails, la lueur bleu-blanc projetait de longues ombres sur les murs ici, a-t-il dit. Il a ouvert un email datant de 10 ans, l'année de mes 17 ans, c'est là que les informations de contact ont été modifiées. L'écran révélait l'ancienne adresse email barrée, remplacée par une autre, celle de ma mère, une modification délibérée, horodatée, enregistrée, documentée. Le souffle de maman s'est coupé, ça pourrait être n'importe quoi, a-t-elle dit rapidement, les banques mettent à jour les choses automatiquement. Elles ne le font pas, a coupé grand-père, pas sans que le titulaire du compte ou le tuteur ne le demande. J'ai regardé mon père, est-ce que tu l'as demandé ? Il a secoué la tête, il n'a même pas regardé ma mère, non. Alors qu'il a fait, ai-je demandé doucement, sachant déjà la réponse. Personne n'a répondu. Grand-père a cliqué à nouveau, ouvrant l'email de confirmation qui suivait la mise à jour, un message remerciant l'utilisateur d'avoir vérifié les nouvelles coordonnées. Ce n'était pas vague, ce n'était pas flou, c'était lié à une adresse IP provenant de notre maison familiale près de Lyon. La voix de ma mère s'est brisée, j'essayais juste de garder les choses organisées. Je l'ai fixée, cette femme qui m'avait appris à dire merci pour chaque petite chose, qui m'avait dit que la vie était plus facile si je n'attendais pas grand-chose. Organisée, ai-je répété, maman, tu m'as laissé faire des doubles services alors que de l'argent à mon nom dormait, intouché. Elle a reculé comme si je l'avais giflée, tu étais trop jeune pour comprendre la responsabilité, je ne voulais pas que tu te reposes sur de l'argent que tu n'avais pas gagné. J'ai laissé échapper un petit rire sans humour, mais Chloé pouvait. Chloé a tressailli, je ne savais pas que c'était à toi, Élise, je le jure. Tais-toi, a claqué maman vers elle, pas un mot de plus. Mais le mal était fait. Grand-père s'est adossé à son fauteuil, Sophie, tu as caché un actif financier à sa propriétaire, ce n'est pas de l'organisation, c'est du contrôle. La voix de ma mère est devenue tranchante, j'ai fait ce que je devais faire pour cette famille, pour la stabilité, Élise n'a jamais eu besoin de grand-chose, et Chloé avait besoin de tout, est-ce que c'est ça que tu veux entendre ? Elle a pincé les lèvres. Papa a enfin parlé, la voix basse, Sophie, on aurait dû lui dire, on aurait dû. La tête de ma mère a claqué vers lui, Philippe, pas maintenant. Mais grand-père ne l'a pas laissé esquiver, tu as menti, a-t-il dit, à moi, à Élise, pendant une décennie. La mâchoire de ma mère tremblait, père, s'il te plaît, tu ne comprends pas, je comprends assez. Il a cliqué sur un autre email. Celui-ci était une notification de dividende d'il y a 3 ans, l'année où je jonglais entre le loyer, les cours et un job sur le campus juste pour payer mes courses. Je me suis souvenu avoir pleuré dans l'intimité de mon minuscule studio, pensant que j'avais raté ma vie d'adulte avant même de l'avoir commencé. L'objet de l'email me narguait maintenant, mise à jour de l'allocation annuelle. De l'argent qui aurait pu tout changer, de l'argent dont je n'avais jamais eu le droit de connaître l'existence. Maman, ai-je dit doucement, pourquoi ? Elle a fermé les yeux, une larme unique et fragile est tombée, mais sa voix était toujours sur la défensive, parce que tu n'aurais pas pris de bonnes décisions,
tu as toujours été sensible, facilement dépassé, je devais te protéger de le gaspiller. Mon souffle s'est bloqué, me protéger? Oui, a-t-elle insisté, et si tu avais su pour le fond, tu serais parti vivre ta vie trop vite, tu nous aurais quittés. La vérité s'est installée lourdement entre nous. Elle n'avait pas caché l'argent parce que j'étais irresponsable, elle l'avait caché parce qu'elle avait peur que je grandisse sans sa permission. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision, ai-je chuchoté. Ma mère a secoué la tête, refusant la vérité même si elle se tenait devant elle, indéniable. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. La voix de grand-père s'est durcie, alors pourquoi ne l'as-tu fait qu'à Élise? Pourquoi n'as-tu pas redirigé les emails du fond de Chloé? La question a percé à jour chaque excuse qu'elle avait construite. Elle n'avait pas de réponse. La pièce était silencieuse, à l'exception de la respiration régulière de grand-père. Puis il s'est tourné vers moi. Élise, tu devrais avoir accès à tout maintenant, un contrôle total. Si tu veux, je peux appeler le représentant de la banque ce soir. J'ai hoché la tête, oui, je veux ça. La tête de maman s'est relevée brusquement, tu ne peux pas juste. Je peux, a dit grand-père, et je vais le faire. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés, la voix qui craquait. Élise, s'il te plaît, on peut gérer ça en privé. Non, ai-je dit, pour une fois, ça ne se gère pas dans l'ombre. Ma mère s'est levée brusquement, mais ses genoux ont vacillé, elle s'est appuyée sur le bureau pour se soutenir. Tu ne comprends pas ce que ça signifie, si tu prends le contrôle. Tout ce qu'on a construit. J'ai gardé ma voix calme et stable. Maman, tu ne l'as pas construit, tu me l'as emprunté. Les mots ont frappé plus profondément que n'importe quel cri. Elle s'est rassise lourdement dans son fauteuil. Grand-père a posé une main sur mon épaule, tu fais ce qu'il faut. Pour la première fois, je l'ai senti aussi, pas un triomphe, pas une vengeance, juste de la clarté, une vérité qui m'appartenait enfin. J'ai regardé l'ordinateur portable, la décennie de décisions volées, et j'ai su que c'était le moment où ma vie se séparait en un avant et un après. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne reviendrai pas en arrière. Le conseiller bancaire a rappelé dans l'heure, confirmant le transfert de tous les accès et notifications vers moi. Entendre mon propre nom, mon véritable email listé comme le contact légitime semblait étrangement irréel, comme entrer dans une vie que j'aurais dû vivre il y a des années. Grand-père m'a serré la main, fier mais silencieux, me laissant ce moment. Ma mère est restée assise, les épaules voûtées vers l'intérieur, ne discutant plus. Mon père a finalement croisé mon regard, la culpabilité adoucissant quelque chose qui avait été rigide pendant des années. Chloé a chuchoté une petite excuse en passant près de moi pour sortir. Plus tard, dans le calme, après le départ de tout le monde, je me suis assise seule dans le bureau de grand-père, faisant défiler les notifications nouvellement restaurées. 10 ans de « et si », 10 ans de choix volés, mais maintenant, enfin, j'avais le contrôle du capital, de mon avenir, de l'histoire qu'ils avaient essayé d'écrire sans moi. Je suis sortie de la maison de grand-père avec rien d'autre qu'un manteau et une décennie de clarté. Pour la première fois, mon avenir m'appartenait, pas aux gens qui avaient peur que je le réclame.